accèdent au marché. Les politiques macroéconomiques visent la création d'emplois pour les jeunes dans tous les secteurs et la fourniture de services sociaux pour lutter contre les violences des femmes et des enfants. Sur le handicap, nous avons adopté une législation à l'attention des personnes handicapées 2020 qui a permis d'actualiser le cadre de 2006. Cette législation garantit les droits des personnes handicapées dans la vie économique, sociale et économique. Nous avons ancré des actions volontaristes et nous venons en aide à certaines catégories, notamment les personnes handicapées, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les travailleurs qui en ont besoin. Aujourd'hui, en Ouganda, 48% des parlementaires sont des femmes. Dans les villages ruraux, nous avons organisé l'élection de groupes d'intérêt afin d'informer la vie démocratique et afin d'améliorer la participation à la vie démocratique au niveau local. Nous avons travaillé sur la question de l'enfance, avec un programme pour les enfants lourdement handicapés afin d'appuyer les parents et les personnes s'occupant du soin pour les soins de santé, les transports, l'alimentation et les dispositifs d'assistance. Un fonds d'investissement pour la jeunesse avec un taux de 10% par an dans les zones urbaines et également un modèle de prêt pour le développement à 6%. Nous avons également créé des PME, un système de recouvrement des fonds pour les PME, pour les communautés vulnérables pour l'après-Covid. Nous pensons que le développement des femmes entrepreneurs implique un contexte propice, une action politique qui reconnaît le rôle important joué par les femmes dans la société. Pour ce faire, nous avons diversifié le soutien fourni aux femmes, ce qui leur permet d'avoir un soutien financier sur mesure et nous avons différents programmes soutenant les femmes entrepreneurs comme le fonds de l'entrepreneuriat pour les femmes. Avec la Banque mondiale, nous avons des dons qui ont pour but de favoriser l'entrepreneuriat des femmes à hauteur de 270 millions de dollars. Nous avons d'autres projets socio-économiques mis en œuvre et nous ciblons la violence et les questions agricoles. Et nous avons un programme avec le ministère de l'Éducation qui soutient les femmes qui ont des fours solaires, donc pour la cuisine, et c'est ainsi une économie verte. Excellence, nous avons la commission des chances égales qui fait une évaluation pour les budgets gouvernementaux au niveau local et au niveau national. Le but est de garantir que les politiques ministérielles et le budget gouvernemental répondent à l'inclusion sociale. Et quand votre budget ne satisfait pas l'inclusion sociale, alors il n'est pas approuvé. Donc, l'Ouganda continue de travailler via son plan de développement national et d'autres programmes de protection sociale via différentes politiques de protection. L'Ouganda, en tant que pays, ne peut faire que ce qu'elle ne peut faire pour rendre la constante. Merci infiniment à Madame Angom, ministre du genre du travail et du développement social en Ouganda. Merci de votre intervention. Je donne maintenant la parole à son Excellence Maria Luisa Ramirez, vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président, Excellence, bonjour à toutes et tous. C'est un honneur que de prendre la parole au nom du gouvernement de la République du Guatemala. C'est un honneur également de participer à cette table ronde qui nous permet de nous pencher sur l'importance de renforcer la solidarité et la cohésion sociale qui sont des éléments essentiels du développement durable et de la stabilité de nos sociétés.
Depuis le sommet mondial sur le développement social de 1995, le monde a avancé sur de nombreux fronts du bien-être social. Pour autant, au cours des dernières années, nous avons constaté une stagnation dans l'élimination de la pauvreté, tandis que les inégalités de revenus et de patrimoine continuent d'atteindre des niveaux alarmants. Le Guatemala reconnaît que la cohésion sociale. Pardon the interruption. I'm being told that Mr. Mohammed will be the next speaker after this presenter. So, Mr. Mohammed, please turn your camera on and stand by to speak. Thank you. Transparence, l'inclusion et le respect des droits humains. Nous avons travaillé de manière active pour renforcer la confiance dans les institutions en combattant la corruption, en améliorant l'accès aux informations publiques et en encourageant la participation citoyenne dans la mise au point de politiques publiques, ce qui a permis de créer un premier espace d'intégration. L'un des défis auxquels nous faisons face, c'est l'inégalité dans l'accès aux possibilités de développement, notamment pour les femmes, et ainsi l'accès à des espaces de prise de décision pour les femmes est une grande priorité de notre gouvernement. Au Guatemala, environ 59% de la population vit dans la pauvreté, avec des disparités très significatives dans les zones rurales et dans les zones autochtones, notamment. Conscients de cette réalité, nous avons lancé des politiques de protection sociale. Mr. Mohammed's team, if you can hear me, please turn your camera on. We are going to be speaking next in the meeting. Please turn your camera on and stand by for your briefing. Thank you. On souhaite également améliorer les possibilités d'emploi dignes, notamment dans les régions où vivent ces populations, afin d'éviter un creusement des disparités au sein du pays et pour éviter donc l'immigration des zones rurales vers les zones urbaines, vers les capitales, phénomène que connaissent nombre de nos pays. Nous sommes convaincus que la croissance économique doit aller de pair avec l'intégration sociale. Et c'est pour cette raison que le Guatemala préconise un environnement. Mohammed's team, you are going to be speaking next. Could you please prepare yourself and turn your camera on? Thank you. Durable ou le numérique, qui sont des domaines essentiels pour la vie économique. Nous sommes conscients également que nous devons ainsi, nous avons créé un fonds de plus de 30 millions de dollars au début de l'année pour des bourses d'études, pour notamment les jeunes qui n'ont pas pu accéder à l'enseignement supérieur dans les zones les plus exclues de notre pays. Dans cet espace multilatéral, ici même, il est important d'être clair sur le fait que la cohésion sociale ne peut pas se bâtir de manière isolée. C'est par un dialogue ouvert, grâce à une participation, nous pouvons tirer parti de la coopération internationale afin de mettre au point des solutions durables, fiables et qui pourraient être produites au niveau mondial. Nous réaffirmons notre attachement aux principes du programme à l'horizon 2030 et à la consolidation de politiques publiques intégrées, transparentes et centrées sur les personnes. Le deuxième sommet mondial sur le développement social représente une occasion inédite de réaffirmer notre volonté de bâtir des sociétés plus équitables, plus résilientes. Le Guatemala appelle de ses voeux le renouvellement d'un engagement en faveur de la consolidation de la cohésion sociale qui est un pilier du bien-être collectif. Continuons de bâtir un avenir dans lequel la solidarité serait le socle de notre action. Madame la vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala, qui a souligné que le développement ne doit pas être pour une minorité, mais pour tous. Je donne maintenant la parole à Monsieur Madi Mohamed Jama,
Je suis le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social. C'est un honneur aujourd'hui, africain, asiatique et européen. Et de façon plus précise, donc elle a des frontières avec l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, mais elle est en face aussi du Yémen et du Golfe, des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Du fait de la position géostratégique de Djibouti, la guerre d'Israël a aussi montré la position géostratégique de Djibouti, puisque c'est une route maritime très fréquentée. Donc il y a beaucoup de bases militaires étrangères basées à Djibouti. Je vais un peu parler également du climat de Djibouti. C'est un pays semi-aride, mais marqué par des précipitations irrégulières, avec beaucoup de vulnérabilités liées à la météo, mais aussi sismique, puisqu'on est situé sur le début du Rift Valley, climatique, etc. Il se distingue également par un niveau de désertification persistant, très élevé. Donc tout ça, ça s'est traduit avec les changements climatiques par beaucoup de déplacés internes, mais aussi externes, donc qui ont un impact également sur Djibouti et sur sa population. Alors dans ces contextes-là, Djibouti a adopté sa vision, qu'on appelle Vision Djibouti 2035. Cette vision a mis comme priorité numéro 1 le développement du capital humain. Et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, l'Agence djiboutienne de développement social, d'ailleurs, a également comme mandat la lutte contre la pauvreté, mais aussi les rattrapages en termes d'infrastructures sociales de base entre les villes urbaines et les régions. Djibouti mise également sur la paix, la promotion de la paix, l'unité et la solidarité qui sont renforcées dans cette vision qui est appelée Djibouti ici et donc qui met un accent très fort sur l'inclusion, la connectivité, mais aussi les institutions et le renforcement de ces institutions. Et ceci est très important. Cette vision met l'accent sur les leviers de croissance avec un accent particulier sur l'équité dans la redistribution. Et on verra qu'il y a un problème à ce niveau-là. La répartition des fruits de la croissance, mais aussi l'inclusion économique. La croissance économique a été de 4,8% de 2000 à 2010, 6%. Donc la couverture à Djibouti-Ville, elle est de 68,1%. Donc c'est bien que ce soit un chiffre important, néanmoins nous continuons de renforcer, puisque du fait des déplacés externes, du fait des déplacés internes, du fait de l'arrivée massive des populations limitrophes ou régionales à Djibouti, et des bidonvilles se créent. Et donc nous sommes obligés d'intervenir constamment
et ramener les services sociaux de base dans ces nouveaux quartiers. Si l'accès à l'eau dans la ville de Djibouti est assez important, 68,1% comme je l'ai dit, elle est de 42,2% dans le rural. Donc là aussi, il y a l'ADDS et le gouvernement à travers l'ADDS donc, a mis en place un programme de rattrapage de ces retards en termes d'infrastructures sociales de base et notamment de l'accès à l'eau. Alors la première question qui m'a été posée, c'est dans ce contexte, comment promouvoir la solidarité et la cohésion sociale. Pour ça, le gouvernement, d'abord, a mis en place plusieurs programmes. Le premier programme consiste à promouvoir l'unité, l'égalité et la paix au travers de différents programmes de cohésion sociale. Comme je l'ai dit, avec un taux de chômage très élevé, avec une région instable, avec l'endoctrinement des jeunes en Somalie, notamment les chefs d'État, nous avons affaire à des défis assez importants dans ces domaines-là. Et donc, il est important que la paix soit préservée. Et pour ça, il faut qu'il y ait des programmes en faveur des jeunes et des communautés. Et donc, nous reviendrons plus tard dessus. Ces programmes, c'est quoi? C'est d'abord renforcer les politiques de protection sociale. On va élargir, le gouvernement mène depuis une quinzaine d'années des programmes des filets sociaux. Donc, il faut élargir ces filets sociaux pour couvrir un plus grand nombre de ménages vulnérables. C'est extrêmement important. Il faut mettre en place un revenu minimum garanti pour lutter contre l'extrême pauvreté. L'accès aux services sociaux de base, santé, éducation, logement. Ceci est très important. Donc tout ça, ça permet de renforcer la protection sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il faut stimuler le marché de l'emploi et créer des travaux décents. Donc le programme de formation professionnelle a été revu et adapté aux besoins des besoins du marché. Le gouvernement encourage au travers différents financements mis en place pour encourager la création des PME. Des PME, des petites agères également, mais aussi des start-up pour stimuler l'entrepreneuriat. La DDS y contribue beaucoup dans ce domaine-là, d'extrême pauvreté, dans ce contexte d'éventuelles crises sociaux. Le gouvernement a créé en 2008, pour lutter contre ces défis, l'Agence djiboutienne de développement social. Elle a pour mission de contribuer à l'éradication de la pauvreté chez les groupes vulnérables et d'atténuer la disparité entre les régions. La mission numéro 1 consiste à améliorer l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de base, y compris l'électrification rurale. Donc, après, la deuxième mission, c'est l'accès au financement et aux services de microfinance. La mission numéro 3, l'appui aux activités de développement communautaire, local, régional. Enfin, la mission 4, c'est le renforcement des capacités des acteurs au développement. Comme vous voyez, nous répondons pratiquement à tous les audits. L'autre question qui m'a été posée, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour promouvoir la solidarité, la participation, la transparence, afin de restaurer la confiance dans le gouvernement à Djibouti. Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous soutenons les solidarités traditionnelles. Il faut encourager les solidarités traditionnelles. Ça veut dire quoi? Encourager les mécanismes d'entraide des communautés. Les communautés, elles partagent des ressources, elles s'entraident. Il y a des médiations traditionnelles, il y a des mécanismes de gestion de conflits. Donc nous, à Djibouti, il y a le HER traditionnel qui permet la gestion des conflits. Donc ça, c'est vraiment important que
les systèmes des Nations Unies renforcent ces solidarités traditionnelles. L'important, c'est les bonnes pratiques que les bailleurs de fonds doivent renforcer et non pas casser face aux crises économiques et climatiques. Donc il faut qu'il y ait une diversification économique pour réduire la dépendance aux acteurs vulnérables. Par exemple, pour Djibouti, c'est la vulnérabilité par rapport au port, même si Djibouti se positionne comme un hub logistique régional, d'accord. Mais on a vu avec la crise de la mer Rouge, les ports ont été un peu touchés. Donc il faudra vraiment diversifier et le gouvernement, dans sa stratégie, justement, veut faire de Djibouti un hub financier. Mais aussi la connectivité régionale. Donc nous avons à Djibouti 9 câbles sous-marins qui arrivent sur Djibouti. Donc ça, c'est vraiment très important. Au niveau, pour promouvoir la solidarité, bien sûr, il faudra renforcer aussi la participation citoyenne. Donc il faudra créer des plateformes de dialogue, associer les citoyens, la société civile, le secteur privé à l'élaboration de politiques publiques. Donc c'est ce qui a été adopté par le gouvernement de Djibouti dans sa vision 2037. Il faudra mobiliser les jeunes et les femmes, leur donner des opportunités économiques et sociales pour une meilleure intégration, chose que l'ABDES fait, notamment, et comme je l'ai dit, à travers les financements pour les jeunes, pour les femmes, etc. Renforcer l'éducation civique, sensibiliser les citoyens à leurs droits et responsabilités pour une implication active, promouvoir les lois traditionnelles. Après, il faudra bien sûr améliorer la transparence et de la gouvernance. Donc ça passe bien sûr par la lutte contre la corruption et en mettant en place des mécanismes de surveillance et de contrôle, chose que la République de Djibouti a mis en place. Digitaliser les services publics, faciliter l'accès aux services et améliorer la transparence des processus administratifs. Évaluer les politiques publiques, mettre en place des outils accessibles aux citoyens pour suivre et mesurer l'impact des décisions gouvernementales. Je vous remercie. Je remercie le directeur général de l'Agence de développement social de Djibouti. Je le remercie d'avoir souligné notamment les réseaux traditionnels pour favoriser la cohésion sociale. C'est tout à fait important. Merci. Nous avons entendu le dernier conférencier de la table ronde. Je donne maintenant la parole à ceux qui veulent poser des questions à nos conférenciers. Je me tourne donc vers vous. Je regarde la liste. Je donne d'abord la parole. Son Excellence, le ministre adjoint de la famille de Turquie. Excellence, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les délégués, aujourd'hui nous sommes face à des changements qui conduisent à une inégalité, à une réduction du lien social. Et les changements climatiques, les changements techniques continuent de mettre à l'épreuve la résilience sociale de la société. Et Turquie pense que la solidarité et la cohésion sociale doivent être au cœur de nos politiques. La cohésion sociale commence par des familles fortes et nous aidons les familles qui sont le socle de la société, qui forgent les individus, les valeurs, les sens de responsabilité et la capacité d'appliquer ces engagements. Et reconnaissant cela, nous avons un plan d'action pour la protection et le renforcement de la famille, garantissant que les familles aient le soutien nécessaire. Et en outre, Turquie a déclaré 2025 l'année de la famille, renforçant notre engagement pour consacrer plus de moyens aux familles, aux familles, pour investir dans la famille et le progrès de la famille. Autre moteur clé de la cohésion sociale, c'est l'autonomisation des femmes. Notre ministre, son Excellence, Mounir Saif,
Pour nous, la famille et les femmes sont deux facteurs principaux de la société et qui se renforcent l'un l'autre. Nous avons un plan d'action, une stratégie axée sur les femmes, la mobilisation, l'entrepreneuriat et les compétences numériques. Nous pensons que autonomiser les femmes, c'est essentiel pour créer une société plus inclusive. Mesdames et messieurs les délégués, favoriser la cohésion sociale implique d'avoir des politiques inclusives avec une forte collaboration. Alors que nous préparons au sommet de Doha, nous devons promouvoir des politiques axées sur la famille qui renforcent le lien social, la solidarité intergénérationnelle et garantissent que ceux qui ont des besoins aient des possibilités dans tous les domaines. Nous voulons promouvoir la gouvernance transparente et nous œuvrons avec tous nos partenaires pour promouvoir le développement social dans le monde entier en renforçant les relations sociales, en garantissant l'équité. Nous pouvons créer un avenir où chacun aura sa place, sera inclus. Je remercie Monsieur le ministre de son intervention. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Miranda, vice-ministre du développement social du Panama, qui sera suivi du Chili. Muy buenos días. Bonjour à toutes et tous. Saludos protocolares. C'est un honneur que de prendre la parole dans cet espace de réflexion sur le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, piliers fondamentaux pour bâtir des sociétés résilientes et équitables. Au ministre du Développement social du Panama, le MIDES, nous avons mis en œuvre des politiques d'amélioration du bien-être collectif, d'intégration et de confiance dans les institutions, notamment des programmes comme le réseau d'opportunités et des transferts monétaires sous condition de montrer que les investissements dans le domaine social permettent de réduire la pauvreté, permettent également de renforcer le tissu social dans un contexte de crise qui se chevauche, répercussions économiques de la pandémie ou encore défis liés au changement climatique. Il est essentiel de redoubler d'efforts pour garantir la protection des personnes les plus vulnérables. Le plan stratégique du gouvernement en 2025-2029, auquel j'ai participé, a établi une feuille de route de renforcement de l'intégration sociale et du travail décent par le biais de la création de possibilités, notamment pour les jeunes et les autochtones. L'application du principe de responsabilité est essentielle pour renforcer la confiance au Panama. Nous avons mis en œuvre un modèle de gouvernance inclusif où les communautés bénéficient de politiques publiques, mais sont prises en compte dans la conception et la mise en œuvre. Nous promouvons également des partenariats publics-privés et la coopération internationale. Nous travaillons avec des organisations comme le PNUD et l'ONU. En guise de conclusion, il est nécessaire de renforcer la solidarité et la cohésion sociale, et cela passe par des politiques publiques inclusives, des systèmes de protection sociale robustes et une citoyenneté active. Au Panama, nous sommes engagés sur cette voie. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, la solidarité n'est pas un acte de charité, mais une forme de reconnaissance de notre humanité commune. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup. Excelente ministre. Je remercie son Excellence Miranda et d'avoir souligné l'importance des partenariats entre les secteurs privés et publics pour le développement social, pour la cohésion sociale. Je donne maintenant la parole au représentant du Chili, qui sera suivi des Philippines. Señor presidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres des délégations ici présentes, chers collègues, je m'appelle Francisca Caigo, vice-ministre des services sociaux du gouvernement du Chili. Au nom de mon gouvernement, je vous salue. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde pour partager les apprentissages et les pratiques optimales en matière de cohésion sociale. Et c'est essentiel pour le renforcement de notre société. J'adresse mes félicitations aux intervenantes et intervenants. Il y avait notamment de nombreuses femmes et je suis
très heureuse que vous ayez parlé des interventions précoces. Nous attelons au renforcement de la cohésion sociale au Chili par le biais de différentes stratégies dont le but est de réduire les inégalités et de renforcer l'intégration des communautés. Nous avons un programme de solidarité d'investissement social et un service d'accompagnement social qui s'appelle Chile Cuida. Nous avons également un conseil de la cohésion sociale qui a été créé en 2019. La cohésion sociale n'est pas seulement une question d'accès aux ressources, mais il s'agit également de voir comment les communautés interagissent, bâtissent des liens de confiance et travaillent ensemble pour créer un environnement plus propice. Nous avons mis en œuvre des programmes comme Action locale qui permet de renforcer l'action au niveau local dans les quartiers défavorisés. Il y a également des programmes collaboratifs en matière d'alimentation. Cette cohésion sociale se bâtit dans les territoires, c'est-à-dire au plan local, avec un travail conjoint des communautés, des institutions et des communautés. C'est essentiel pour une solidarité dans la réalité. Autre axe de cohésion sociale, le fait de reconnaître les soins comme un pilier essentiel du bien-être et de la protection sociale. Depuis 2022, le Chili a avancé dans le renforcement du système social d'accompagnement qui s'appelle Chile Cuida, avec des politiques notamment axées sur le genre et avec notamment un effort qui est fait pour que les systèmes de soins ne reposent pas seulement sur les femmes, sur les familles, mais également pour qu'il y ait une prise en charge en temps utile et de manière précoce des personnes qui en ont besoin. Il y a également des centres communautaires et un réseau social d'accompagnement et de soins avec une aide apportée aux personnes qui travaillent dans cette économie du soin. Il y a notamment un appui qui est fourni aux personnes âgées, avec notamment un accès aux logements sociaux. Nous essayons de renforcer l'autonomie et la participation sociale. Toutes ces initiatives ont permis de renforcer les liens communautaires. Nous avons renforcé le système de solidarité. Nous essayons de bâtir ainsi une société plus équitable. Bien sûr, chaque pays fait face à des défis spécifiques, mais la solidarité, les questions sociales sont des principes transversaux dans la conception des politiques publiques. Au Chili, nous avons pu apprendre d'autres expériences et c'est ainsi que nous tentons d'institutionnaliser la cohésion sociale qui est un élément social de la mise au point de politiques publiques avec notamment des indicateurs pour évaluer les résultats. Nous essayons de garantir un accès équitable aux services essentiels. Nous essayons de renforcer la confiance dans les institutions par le biais d'une plus grande transparence, d'une meilleure participation citoyenne et de la décentralisation. Nous promouvons l'économie sociale et les liens communautaires avec notamment des marchés solidaires et le principe du commerce juste. Nous essayons d'améliorer l'intégration sociale par le biais de la création d'espaces publics inclusifs et diversifiés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, dans un contexte mondial marqué par des enjeux sociaux et politiques de plus en plus complexes, il est essentiel de renforcer la coopération multilatérale, axée sur la solidarité et le travail en commun. Au Chili, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la construction de sociétés plus justes, plus équitables. Nous sommes à la disposition d'autres États pour faire part de nos expériences et pour travailler en commun pour atteindre ces objectifs communs, pour que personne ne soit laissé pour compte, mais également pour que personne n'ait à s'en sortir seul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre Son Excellence Francesca Gallegos, ministre adjointe des services sociaux du Chili. Merci beaucoup de votre intervention. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Josefina Remualdez, sous-secrétaire du département de la protection sociale des Philippines. Vous avez la parole. Excellence, pour les Philippines, la solidarité et la cohésion sociale sont profondément ancrées dans notre histoire et notre culture. La tradition philippine de coopération mutuelle nous a permis de nous rassembler au niveau national pour lutter contre l'adversité et bâtir des communautés plus robustes pendant les défis de la pauvreté, des inégalités, des catastrophes naturelles ont mis à l'épreuve le tissu même de notre solidarité. Les Philippines sont composées de plus de 7600 îles avec des ethnicités, des religions très variées. Cela enrichit notre culture et cela doit être géré de manière prudente. Pendant la mondialisation et avec les progrès technologiques doivent aller de pair également avec une solidité au niveau local et culturel.
Le problème, c'est que les réseaux sociaux et ces technologies participent à la propagation de mésinformations, de désinformation, les changements climatiques, avec les effets dévastateurs pour les communautés vulnérables, aggravent ces défis. Par conséquent, le renforcement de la solidarité, de la cohésion sociale représente un grand impératif pour les Philippines. Cela passe par une approche polyfacétique. Nous devons privilégier des politiques de développement, de lutte contre les inégalités, la pauvreté, le manque d'accès aux services de base, avec notamment des investissements dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, notamment dans les communautés les plus vulnérables. Le fait de promouvoir un dialogue, une compréhension interculturelle passe par une meilleure compréhension, un meilleur respect de la diversité des cultures et des traditions. Cela peut se faire par l'éducation, par des échanges culturels, par la promotion du dialogue entre différentes communautés. Il faut lutter contre toutes les formes de discrimination et de préjugés, le renforcement des institutions démocratiques et la bonne gouvernance. Le renforcement de la confiance dans le gouvernement sont des ingrédients essentiels de la cohésion sociale. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient transparentes et soient réactives vis-à-vis des besoins des populations. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption qui érode la confiance des citoyens et alimente les troubles sociaux. Nous devons reconnaître les risques qui existent, mais également le potentiel des technologies qui permettent de connecter les populations, qui permettent de faciliter le dialogue et de promouvoir l'intégration sociale. Nous pouvons utiliser les technologies pour lutter contre la mésinformation et venir en aide aux communautés vulnérables. L'autonomisation des communautés, la promotion de la cohésion sociale. La cohésion sociale se bâtit du bas vers le haut. Il faut que les communautés locales puissent identifier leurs propres besoins et leurs propres solutions, faire en sorte qu'elles aient voix au chapitre dans les processus de prise de décision. La gouvernance participative est essentielle pour renforcer la confiance et pour qu'il y ait une véritable appropriation. Les efforts au plan national sont essentiels, mais les Philippines estiment que le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale passe par des efforts mondiaux collectifs. Nos efforts en matière de lutte contre les changements climatiques, les pandémies, dépassent les frontières et pour y faire face, nous devons renforcer les partenariats au plan international, partager les pratiques optimales et faire en sorte que et utiliser au mieux les plateformes internationales. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les Philippines réaffirment leur engagement à promouvoir la solidarité, à participer aux efforts consentis au niveau collectif à l'échelle mondiale. Nous devons nous efforcer de bâtir un monde où la compassion, l'équité et l'inclusion sont à la base du progrès. Merci beaucoup de vos efforts collectifs visant à renforcer la cohésion et la confiance dans un monde partagé par tout le monde. Merci. Merci à Madame la Ministre de son intervention. Merci d'avoir souligné l'importance de l'approche du bas vers le haut qui joue un rôle également important. Je donne maintenant la parole à Cuba, suivi de la République islamique d'Iran. Muchas gracias, señor presidente. Monsieur le Président, merci. Nous nous félicitons du choix du thème de cette table ronde ministérielle. Nous saluons les intervenantes et intervenants qui ont pris la parole. La solidarité et la cohésion sociale sont une politique d'État et sont le fruit de la volonté du politique. Dans l'article 1 de la Constitution, la solidarité et l'égalité sont consacrés en tant que deux piliers essentiels sur lesquels se base l'État socialiste de droit et de justice. À Cuba, tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits, des mêmes libertés et des mêmes opportunités sans aucune discrimination en raison du sexe, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou tout autre facteur ou situation personnelle qui impliquerait une distinction qui minerait la dignité humaine. La violation du principe d'égalité est interdite et pénalisée par le droit. C'est sur cette hypothèse que le gouvernement travaille sans relâche pour réunir les conditions qui contribuent à la cohésion sociale de notre peuple, ce qui permet de contribuer au bien-être et au développement dans notre pays. Les défis auxquels fait face notre peuple au quotidien sont monumentaux en raison d'une politique de pression maximale exercée par le gouvernement des États-Unis. Cependant, Cuba travaille d'arrache-pied pour parvenir au développement durable, garantissant ainsi le bien-être collectif et individuel du peuple pour renforcer l'équité, la justice sociale et garantir la dignité entière de toutes et tous. Monsieur le Président, la solidarité internationale est un droit des peuples et des personnes qui sous-tend
et renforce l'exercice d'autres droits humains. Dans le même temps, il s'agit là d'un impératif dans un monde interconnecté. Pendant plus de 60 ans avec les pays et les personnes qui sont le plus dans le besoin, et notamment les pays du Sud. Des envoyés cubains ont travaillé dans des contextes extrêmement difficiles et diversifiés. Nous avons contribué à l'élimination de l'Ebola en Afrique, à la lutte contre la Covid-19 dans de très nombreux pays et territoires. Ce ne sont là que quelques exemples, et nous sommes très fiers d'avoir appuyé les efforts de redressement de peuples qui ont pâti des effets de catastrophes naturelles de grande ampleur. Dans le même temps, Cuba est fier de recevoir nombre de démonstrations de solidarité de la communauté internationale. Notre peuple et notre gouvernement en est fortement reconnaissant. Cuba est engagé à continuer de promouvoir la solidarité et la cohésion sociale au bénéfice de toutes et tous, sans laisser personne de côté, tel que l'établit le programme à l'horizon 2030. Il s'agit là d'un devoir moral, d'un impératif éthique et d'un engagement en faveur de l'humanité. Merci infiniment. I thank the representative of Je remercie le représentant de Cuba. Je donne la parole à la République islamique d'Iran. Vous avez la parole. Mr. Chair, distinguished Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Les objectifs de développement social du sommet de Copenhague présentent deux aspects, la promotion de la croissance économique inclusive et le renforcement de la gouvernance. C'est essentiel pour améliorer la cohésion sociale. Ça signifie qu'il faut renforcer la coopération, la mobilisation de ressources nationales et faire en sorte que notre gouvernance permet d'apporter des réponses. Il faut renforcer la résilience vis-à-vis des défis liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. C'est là une priorité, notamment pour les personnes en situation vulnérable. Ces politiques font partie de la stratégie de l'Iran visant à réaliser le développement social et à améliorer le bien-être des citoyens. Et à ce titre, j'aimerais poser deux questions. Est-ce que les effets positifs des initiatives de promotion de la solidarité sociale et de société inclusive sont évalués conformément aux principes consacrés lors du sommet de Copenhague? Deuxième question, comment est-ce que la résilience climatique, quelles leçons tirées du sommet de Copenhague pour améliorer les efforts en matière de résilience climatique lors du sommet de Doha? Merci. I thank the representative of Je remercie la représentante de l'Iran. Je donne maintenant la parole à nos amis de la communauté des ONG, la BOL, Children and Youth International. Excellencies and distinguished Excellences, Mesdames et Messieurs les intervenants, je représentant la Children and Youth International, je m'exprime au nom du grand groupe des enfants et de la jeunesse. En tant que jeunes, nous soulignons que la violence extrême et l'instrumentalisation de certains discours minent la cohésion sociale. Il a été souligné la nécessité de respecter l'état de droit et de lutter contre toutes les formes de discrimination, d'exploitation, d'atteinte et d'exploitation des enfants et des jeunes. Cependant, 600 000 femmes et enfants dans des sociétés post-conflit font face à des injustices à tous les niveaux suite à la fragmentation des institutions et suite à l'échec des pays du Nord à honorer leurs engagements en matière de respect de l'état de droit. La criminalité organisée cible les jeunes, les drogues illicites, la traite de femmes et d'enfants aggravée par les conflits et les guerres civiles, les assassinats politiques et les génocides représentent des menaces existentielles pour les sociétés dans l'ordre mondial actuel. Les gouvernements et toutes les parties prenantes doivent agir de manière urgente et prendre des mesures transparentes d'accessibilité pour promouvoir la cohésion sociale et renforcer la solidarité. Les évolutions du monde de la communication mènent également à des discriminations odieuses. L'utilisation de la post-vérité des réseaux sociaux sème les graines de la discorde qui mine la cohésion des sociétés démocratiques. Les jeunes grandissent dans une nouvelle réalité étrange dans laquelle la vérité et les fictions sont difficiles à distinguer. Les communautés sont opprimées et divisées lors du sommet du développement social au Qatar. Et il faudra tenir compte de ces évolutions du monde et de cette mise à l'épreuve de la cohésion
sociale, il faudra prendre en compte les effets sur les jeunes et les communautés. Nous appelons à un nouveau contrat social pour les générations futures. Le pacte pour les générations futures souligne d'ailleurs cet élément. Il faut des cadres axés sur les personnes, il faut qu'il y ait mise en œuvre et qu'il y ait également application du principe de responsabilité. Il faut que les États membres prennent des mesures pour lutter contre la désinformation et pour lutter contre l'instrumentalisation du discours politique. Merci beaucoup. Je remercie la représentante de Children and Youth International qui était notre dernière oratrice sur la liste. Nous sommes donc parfaitement ponctuels. Donc j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à nos intervenantes et intervenants pour des réponses et pour des déclarations de conclusion. Vous avez 2 minutes de temps de parole. Maybe we can do it in the reverse order. So Nous allons donc procéder dans l'ordre contraire et je vais donner la parole à la ministre adjointe des Affaires sociales du Guatemala. Merci infiniment. En guise de conclusion, je tiens à faire remarquer que nous sommes toutes et tous d'accord. La cohésion sociale doit permettre de renforcer les liens de solidarité dans les sociétés, entre les sociétés, pour que les sociétés soient plus justes et plus inclusives. On ne peut pas aller de l'avant. On ne reconnaît pas tous les facteurs de fragmentation. On ne peut pas avancer si on ne s'unit pas, si on ne s'engage pas à travailler pour une cohésion sociale qui permette de répondre à tous les besoins de l'humanité, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Nous devons nous efforcer de renforcer la cohésion sociale afin de pouvoir partager, afin de pouvoir tirer parti des pratiques optimales présentées aujourd'hui. Et ici, j'aimerais m'arrêter sur ce que disait notre jeune ami des ONG. Nous devons également prendre l'engagement de lutter contre la violence, et notamment la violence contre les femmes, car les femmes jouent un rôle essentiel au sein de la famille, à savoir apprendre à construire et éduquer des personnes de bien. Merci. Madam Minister, Merci Madame la Ministre. Maintenant, si notre collègue de Djibouti est avec nous en ligne, je vais lui donner la parole pour des propos de conclusion. Director General Jama, are you? Monsieur le directeur général Jama, est-ce que vous êtes encore parmi nous? Oui, oui, absolument, je suis là. Vous m'entendez? We can't hear you. We see you, but we can't. Nous vous voyons, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Ah, vous m'entendez pas? Ils ne m'entendent pas. Bien? Ah oui, vous faites. 1 minute. Vous m'entendez toujours pas, hein? That's normal, natural. It always goes like that. Ok. C'est normal, ça se passe toujours comme ça. Vous m'entendez? You hear me? You hear me? Est-ce que Vous vous m'entendez? m'entendez? Oui. Moi, je vous entends. Et vous? Et vous? Oui. Voilà, donc, on a eu un petit problème technique, donc c'est la caméra c'est la vidéo qui a été préenregistrée qui a été projetée. Donc, merci Monsieur le Président. Donc, effectivement, au niveau de Djibouti, donc, une politique de protection sociale très importante. Il y a beaucoup d'argent qui est mis au niveau du gouvernement, donc à la fois pour les jeunes, pour les femmes, pour les handicapés, etc. Et donc, le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes constant, hein, des migrants et des gens de la région qui nous viennent, et donc c'est à la charge malheureusement du gouvernement de Djibouti. Donc nous
le socle de la protection sociale et de la solidarité aujourd'hui, et c'est surtout la paix. La paix est très importante, et sans la paix, donc on ne peut pas parler de protection sociale, c'est vraiment très important. Donc nous mettons beaucoup nous avons une diplomatie très active et que nous mettons à la disposition de la région, vraiment pour apaiser cette région qui a un impact énorme sur nous, mais effectivement toutes ces crises extérieures aussi ont un impact sur notre protection sociale, et la crise de l'Ukraine, la guerre en Israël, les changements climatiques, etc. Donc nous attendons beaucoup des Nations Unies, et déjà pour la paix, pour la préservation de la paix, et les Nations Unies en font beaucoup. Et puis également pour un soutien actif. L'éducation des jeunes filles est très importante. Nous sommes un pays très jeune, donc voilà, donc nous comptons beaucoup sur les Nations Unies. Je suis disposé à répondre à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. That was... Merci beaucoup. C'est important d'écouter également votre point de vue. Je donne la parole pour 2 minutes. Madame la ministre de l'Ouganda. Merci. J'ai écouté les délégations et à ce titre, il est important de faire remarquer qu'il y a des enjeux universels qui ont été présentés, pauvreté, catastrophes naturelles, tout ce qui tourne autour du financement, ce qui est essentiel notamment pour les pays en développement, les répercussions des changements climatiques, les technologies pour le progrès, certaines questions transversales au plan mondial, ainsi que la nécessité d'avoir des cadres nationaux et locaux pour une appropriation au niveau national des engagements que nous continuons de prendre sur la scène mondiale. Je remarque également qu'un certain nombre de pays ont parlé de la nécessité d'avoir des cadres institutionnels, réglementaires, juridiques, politiques pour enraciner la mise en œuvre, mais également la transposition au plan national des engagements pris. Le suivi et l'évaluation jouent également un rôle essentiel pour renforcer nos engagements au niveau national et pour veiller à ce que nos cadres de développement au niveau des gouvernements permettent de faciliter la mise en œuvre donc, de ces engagements. Donc, nous attendons avec enthousiasme le sommet mondial de Doha pour présenter des cadres d'évaluation clairs, mais pour également voir les États partis prendre des engagements et parler de ce qu'il faut faire. Doha représente l'occasion de mettre au point un plan d'intégration sociale ambitieux, renouvelé. Je m'en félicite. L'Ouganda préside les travaux de certains groupes régionaux, notamment l'IGAD et l'Union africaine, et nous restons engagés à veiller à ce qu'il y ait une mise en œuvre également au niveau de l'UA. Merci beaucoup de vos remarques, merci de votre présence, Madame la Ministre. Avant de donner la parole à la prochaine intervenante, j'ai vu qu'il y a eu une demande de prise de parole alors même que nous étions en train de clôturer l'inscription à la liste des orateurs, donc l'Union européenne a la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Je m'exprime au nom de l'Union européenne. La promotion de l'intégration sociale et la prise en compte des inégalités multidimensionnelles, la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes sont au cœur des valeurs du modèle social européen et du mode de vie européen. Il s'agit là d'un objectif clé de l'Union européenne. C'est également un impératif économique. Le fait de lutter contre les inégalités structurelles, les inégalités font baisser la croissance du PIB et empêchent d'investir dans l'éducation, dans l'amélioration des compétences. Nous sommes engagés à l'Union européenne à réduire le nombre de personnes en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté. On est à 15 millions de 15 millions d'ici 2030.
Nous avons des garanties pour l'enfance qui permettent de lutter contre l'exclusion sociale, qui permettent d'améliorer l'accès aux services essentiels pour garantir les droits et lutter contre la pauvreté des enfants. Nous avons également des instruments pour renforcer la participation et l'intégration des jeunes sur les marchés du travail. Il y a le mécanisme de garantie pour les jeunes qui permet aux jeunes de continuer d'apprendre et de permettre d'avoir des perspectives d'emploi. Nous voulons lutter contre les disparités et promouvoir le développement social. Nous reconnaissons qu'il était essentiel de garantir une transition juste vers l'économie numérique et verte qui promeuve la justice sociale, l'intégration sociale. À ce titre, les systèmes de protection sociale jouent un rôle essentiel pour promouvoir une transition juste. Merci beaucoup. I thank the representative of the European Union. Je remercie la représentante de l'Union européenne. Nous allons revenir à nos intervenantes et je donne la parole à la ministre de la Suède. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie toutes les délégations qui se sont exprimées ainsi que l'oratrice de l'ONG. Je vous remercie de vos remarques et de vos réflexions sur cette question des plus importantes. Je remercie la Finlande d'avoir souligné la question des compétences, qui est une question des plus importantes pour nos sociétés. Je suis très heureuse que vous ayez parlé des compétences numériques. Cela doit être particulièrement pris en compte lorsque nous parlons du développement social. Et à ce titre, je suis heureuse que le pacte numérique mondial ait été adopté l'année dernière. Ma collègue de l'Ouganda a parlé de l'importance de tous les échelons de la société qui doivent être mis à contribution. C'est en effet essentiel. Il faut que l'échelon national, régional, international participe à la promotion de l'intégration sociale. Le Guatemala a souligné l'importance de la coopération internationale. Cette dernière